Les amis, si comme moi, quand vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, on va pas parler stéro, on va pas forcément parler muscu, je sais, ça vous étonne, moi aussi. On va parler d'un sujet qui m'intéresse, et j'espère que ce sujet va vous intéresser aussi. Le sport m'a fait sortir de la délinquance. Et j'ai la chance d'avoir Maxime à côté de moi, qui est un de mes élèves. Et donc, ce qui est bien dans notre métier de coach, c'est que entre chaque série, on brainstorm, on discute de faits d'actualité, de sujets divers et variés, et on parle souvent de nos vies communes. Et un coach est également, je vais pas dire une sorte de psychologue, mais il est là pour écouter la vie, le problème des gens et donner des conseils ou simplement être une oreille attentive, ce que je fais avec tous mes élèves. Et quelle a été ma surprise quand j'ai découvert que Maxime a eu un passé de délinquant et le sport lui a permis de sortir de cette délinquance. Et donc, je lui ai dit, comme à beaucoup de personnes qui me contactent ou à qui je parle, est-ce que ça t'intéresserait d'en parler sur ma chaîne YouTube, car ton histoire peut permettre à certaines personnes d'épouser la même Maxime que toi, sortir de la délinquance par le sport, ou simplement ton histoire peut motiver les gens. Même ceux qui ne sont pas des délinquants se sentiront touchés par cette histoire pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est vraiment de la motivation. Quand on est motivé, quel que soit le moyen, on peut se sortir de situations difficiles. Et dans le cas de Maxime, c'est le sport qui lui a permis de sortir de cette situation. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a un physique maintenant sec, abdos, tout, beau gosse. Donc voilà, le but également quand on fait du sport, c'est d'avoir un résultat qui nous permet de nous sentir bien quand on se regarde dans le miroir. Et par ce biais-là, on peut se sentir mieux dans la collectivité avec les autres. Donc Maxime, la question que je vais te poser est simple. Comment t'es devenu délinquant? Alors, à 14 ans, j'ai appris que mon père était fiché au grand banditisme. Ah En fait, bon? j'étais là, ouais, c'est même une grosse claque. J'étais à la piscine avec un ami. Il nous avait, ma petite sœur et moi, un week-end sur deux. On était à la piscine comme des gamins ordinaires et on discute et il me balance à la gueule comme ça d'un coup. Maxime, est-ce que tu sais que ton père a fait de la prison? Sur le coup, je le prends pas au sérieux. Je savais que ma mère a quitté le foyer quand moi j'avais 10 ans et ma petite sœur 4 ans de moins, donc 6 ans. Et parce qu'il était assez violent, il était un peu hardcore. Et, il avait perdu son restaurant et voilà tout ce qu'il avait entrepris dans sa vie, on va dire. Et sur le coup, je le crois pas et je lui dis comment ça, développe. Et puis en plus, t'as la piscine, du monde autour de toi et tout. Et je lui dis mais pourquoi il est allé en prison? Et il me dit bah il aurait fait 12 ans de prison et il a tué quelqu'un. Waouh. Donc là, ça te met une tarte dans la gueule et tu t'as pas envie de le croire, quoi. Tu trouves ça trop gros, quoi. Et ce jour-là, donc c'était dans le Loiret précisément, euh, on rentre à la maison le soir avec ma petite sœur. Elle était très... elle s'isole beaucoup. À l'époque, elle était déjà un petit peu geek et tout. Elle va sur son ordinateur, elle joue à un jeu sur PC. Moi, je fumais déjà le tabac. J'étais déjà dans la reproduction perpétuelle de ce que faisait mon père. Donc, j'avais déjà redoublé la même classe que lui. J'avais commencé les clopes. J'avais commencé un petit peu l'alcool. Enfin, voilà. Je savais qu'il était un petit peu particulier comme personnage, mais je savais pas ce passif de prison. On est dans la cuisine. On a fini de manger. Je lui pose la question. Je lui dis, papa, Hugo, il m'a dit cet après-midi que t'étais allé en prison et que t'avais tué quelqu'un. Et là, il me regarde et il me dit, bah, c'est vrai. Alors là, tu te décomposes, quoi. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas. Et alors je bégaye pas, je tremble pas, je m'effondre pas en larmes, je flippe pas plus que ça, je vais pas me réfugier dans ma chambre et tout. Et je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à m'expliquer et bon ça je l'ai appris bien plus tard, mais à ce moment-là même, il enjolivait déjà les choses. C'est ça qui m'a surtout impacté tout le reste de mon adolescence et qui m'a bouleversé grave, c'est-à-dire d'un fait, d'un événement, d'en faire des caisses, de se raconter, de gonfler un petit peu les choses. Voilà, c'est-à-dire t'as fait ça un jour et puis en fait t'aimerais faire croire parce que c'est plus fun à raconter que t'as fait bien pire, etc., etc. Donc à 14 ans, j'apprends que mon père est pas juste un gars qui picole, qui a été violent avec ma mère, qui était violent avec moi, qui a perdu son restaurant et tout. J'apprends que c'est un ancien gangster, qu'il a tué quelqu'un, qu'il a été condamné pour proxénétisme aggravé, braquage, meurtre, tentative de meurtre, détention d'armes, etc. Je savais également qu'il avait déjà eu un enfant quand il avait 18 ans, qu'il l'a abandonné, puis un deuxième qu'il a abandonné aussi, quand il a rencontré ma mère, et voilà. Donc ensuite, je m'en suis pris à ma mère.
On avait déjà une relation très conflictuelle avec ma mère, puisque le jour où elle est partie, qu'elle a quitté le foyer familial parce qu'il était violent avec elle, c'était pour nous protéger. Mais ça, moi, j'avais du mal à... Pourtant, moi aussi, j'étais victime de ces excès de colère et de violence. Mais j'étais un peu la victime qui défend son bourreau, tu vois, j'étais un peu comme ça. Donc, déjà que j'étais un adolescent difficile, que j'avais décroché totalement d'un point de vue scolaire, qu'on a beaucoup déménagé, que j'étais toujours le petit nouveau, que j'étais en surpoids, j'étais tellement gentil que c'était facile. Je dirais pas que j'étais pas un enfant victime, ni je me faisais pas taper dessus par les autres et tout, mais dans la bande, j'étais jamais le plus méchant, j'étais jamais le plus énervé. Donc c'était l'occasion pour moi à l'adolescence de manifester un petit peu, faire un petit peu ce que j'ai considéré être un homme, quoi, parce que ton père peut avoir fait n'importe quoi dans sa vie. Quand t'aimes ton père, tu veux marcher dans ses traces et tu veux être lui, etc., etc. Après, à 16 ans, vu que j'aimais un peu les guns et tout, j'ai tout fait pour acheter une arme. J'ai acheté une 22 long rifle, avec un silencieux, 2 boîtes de 50 balles. Ah ouais, t'es sérieux quand même. Il me fallait... Et encore, c'est parce que c'est tout ce que j'avais trouvé, quoi. C'est parce que il y a des gens qui me voyaient venir, qui sentaient que j'étais un garçon instable et qu'en fait, je cherchais tout pour me mettre dans des situations graves, quoi. Voilà, c'était vraiment... c'est même pas que j'avais des trucs vraiment à revendiquer, c'est que je pense que j'étais un enfant mal dans ma peau, un adolescent vraiment touché par tout, très, très, très sensible. Et arrive un moment vraiment, vraiment compliqué, c'est-à-dire que je commence à être très dur avec ma mère. Et moi, la famille du côté de ma mère me reproche de ressembler beaucoup trop à mon père. Et ce qui est vrai, c'est que jusqu'à maintenant, j'avais redoublé la même classe que lui. Comme on a commencé à fumer au même âge, ce délire de la délinquance et tout. Donc indirectement, ils sont pas responsables, mais ils m'ont poussé à lui ressembler plus, quoi. Voilà, donc je continue dans mes délires. Encore on déménage. 17 ans, je commence à dealer. 16-17 ans, je commence à dealer à petite échelle, jusqu'au jour où ma mère elle tombe sur 300 grammes de shit à la maison, 3 plaquettes. Enfin, c'était, tu vois, j'étais loin d'être un semi-grossiste, hein, j'étais un branleur, quoi. Je commençais avec tes potes, enfin bref. Et jusqu'au jour où j'avais envie de passer un petit peu plus aux choses sérieuses. Et je travaillais toujours à ce moment-là, c'est important, parce que le travail, je pense, et c'est là la différence entre mon cas et peut-être des gens issus de la banlieue ou qui ont vraiment connu la misère sociale très tôt, c'est que moi, j'ai toujours travaillé. Du coup, malgré mes conneries, j'étais assez conscient de la vie réelle, quoi. Voilà, j'ai pas grandi à Sevran. Je suis pas issu d'une famille nombreuse où, voilà, on n'a pas de quoi se chausser. Ma mère n'était pas riche, elle a eu des grosses galères. Les meubles à la maison, pendant des années, c'était des meubles Emmaüs. Elle dormait sur un matelas par terre. Mais voilà, il fallait que donc ça aussi indirectement, ça me poussait à en faire des caisses, à m'inventer plus de problèmes que j'en avais déjà, jusqu'au jour où je travaille pour un mec qui me prend plus ou moins sous son aile, qui voit que je suis perturbé, que je picole beaucoup, je travaille pour lui. Je travaille pour son beau-fils aussi. C'était dans un bar et un restaurant. J'enchaîne 2 boulots à même pas 18 ans. Et je gagne à peu près 3000 balles par mois. C'est bien, putain. C'est bien. C'est énorme à 18 ans, quand même. Bah, c'était 2 boulots, quoi. C'est énorme, quand même, à 18 ans, c'est beau. Ouais. C'est beaucoup d'argent pour cet âge-là. Mais évidemment, hors de question que je travaille toute ma vie comme ça, comme un chien. À ce moment-là, ça va, ça m'amuse. Il augmente tout le personnel avec un billet en espèces, sauf moi. Et je vais le voir, et je lui dis, Jean-Pierre, il est toujours vivant. C'était très âgé, mais toujours vivant, ce monsieur. Je dis, Jean-Pierre, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas touché mon billet de... Il me dit, parce que selon moi, tu le mérites pas. C'est vrai que je sortais beaucoup, je fumais beaucoup de shit, beaucoup d'alcool. Je fréquentais beaucoup c'est une parenthèse, mais dans le côté festif, il y a le milieu gay. Et très tôt, moi, j'ai connu le milieu gay. Bon, ça, c'est le hasard, mais c'était quand je vendais un peu de drogue, c'était facile. Voilà, parce que c'est des gens c'est des grosses pipelettes entre eux, mais quand t'es uniquement entre eux, si tu veux. Voilà, ils se méfient beaucoup de tout le monde. Quand t'es dans la communauté, t'es dedans. Donc je vendais beaucoup de shit à ces gens-là, c'était facile pour moi et puis ça m'amusait beaucoup. Ça m'évitait de fréquenter d'autres racailles, par exemple. Voilà, parce que j'étais pas à l'aise avec ça. C'est pas mon milieu, c'est pas mon... Voilà. Et donc il veut pas m'augmenter. Moi, je prends la mouche. Ce soir-là, je sors comme d'autres soirs.
Et je finis par démissionner. Et je saurais pas te dire combien de temps exactement après. J'arrive à manipuler quelqu'un en interne qui travaille pour qu'il me passe la clé de l'établissement. Chose qu'il fait, il me la met sous les toilettes. T'as 2 vitres sous les toilettes avec un trou, il me l'a calé en dessous. Enfin bref, ce soir-là, je viens, je passe prendre un verre, je vais récupérer les clés dans les toilettes. Et j'y retourne avec un autre pote. J'aurais pu aller tout seul, mon grand regret, mais ça, c'est pas grave. J'y vais avec mon pote et on repart avec l'équivalent de 11 000 euros de... Le butin total faisait 11 000 euros, il y avait de l'argent liquide, des clubs, du champagne, enfin bref. On se barre et je vais me faire choper 5-6 mois après. Entre-temps, ce qui se passe, c'est que je rencontre une fille. Et cette fille, pas de coup de foudre, je savais pas ce que c'était à cet âge-là, mais je tombe très vite amoureux. Et vu que j'étais en conflit avec ma mère, conflit perpétuel, ça faisait quelques mois que j'étais plus chez moi, etc., je commence à sortir avec elle. Et très rapidement, je me retrouve à dormir chez elle. Et en fait, j'y reste un soir. Et je pensais repartir le lendemain, et puis voilà. Et j'y suis resté 1 an et demi. Et en fait, cette fille-là, on a désiré avoir un enfant assez rapidement. Naïvement, moi, j'ai pensé que ça pouvait aussi De sortir de la délinquance. sortir de tout ça, tu sais, le cliché du gars, ouais, je suis papa. Même très jeune, tu sais. Bon, ça n'a pas été forcément bien accueilli du côté familial, mais ils l'ont accepté parce que voilà. Les mois passent. À ce moment-là, mon père, c'est plus de son, plus d'image parce qu'il était retourné en prison pendant 6 mois pour de la merde, braconnage. Et vu qu'il aime bien se faire désirer, faire la personne mystérieuse, etc., j'avais pas de nouvelles de lui, je sais pas où est-ce qu'il était. Ça, à ce moment-là, ça me perturbait aussi beaucoup. Bref. Donc la mère de ma future fille est enceinte, on est très contents. Je vis chez elle, je me retrouve une nouvelle famille. Les flics viennent me chercher chez elle pour ce fameux cambriolage. Première fois, je reviens parce qu'ils n'avaient pas de trucs, ils sont revenus après parce que là, c'était mort pour moi. Mais là, je vois que les flics à la maison, rien à foutre, ça leur fait ni chaud ni froid. Puis que je suis un peu leur mascotte. Qui s'est branlé, Maxime. Oh, mec méchant, t'es pas. Donc voilà. On apprend que ma copine donc, est enceinte. Et malgré tout, elle décide de le garder. Elle me met pas la pression. Elle me dit pas, je te préviens, arrête tes conneries. Parce qu'elle m'avait vu venir. Hein, elle voyait comment je parlais, ce que je faisais, etc. Et je lui dis, moi, je veux un mec qui travaille et tout. Je m'embrouille une fois avec la mère de ma fille. On vivait dans notre logement à ce moment-là. On étouffait bien. Tu repeins. Tu t'ambiances. T'es un jeune papa. J'étais serveur dans une crêperie. Enfin bref. Et un jour, on s'embrouille, ça dérape vraiment. On prend la petite, elle va chez sa grand-mère, elle revient, et là, ça part en cacahuète. On en vient aux mains. Je voulais pas parce que moi, j'ai connu ça avec mon père, et j'ai entendu, gamin, un homme qui tape une femme, qu'on en vient aux mains, mais je la tape pas. C'est ma parole d'homme, je l'ai jamais tapé. Jamais, jamais. C'est important, ça. Si, voilà, peut-être ma fille, on sait jamais. Et je m'en vais, je vais chez ma mère, et il s'avère que j'avais été condamné pour mon histoire de cambriolage, une peine de prison ferme que j'ai pas effectuée, j'ai eu un aménagement de peine. Donc bracelet électronique. Et quelques semaines plus tard, j'allais avoir mon bracelet électronique. Sauf que je m'embrouille avec la mère de ma fille. Moi je me dis, si ça part comme ça qu'on en vient aux mains, je vais pas retourner à la maison, faire poser le bracelet, tu vas bosser, tu rentres, enfin tu vas rester confiné en gros. C'est un coup à ce que ça reparte en vrille. Je reste chez ma mère, on me pose le bracelet, on pose le boîtier à la maison, c'est fait, c'est fait. Le boîtier, tu le travailles pas comme ça. Je reviens pas du coup. Je me sépare définitivement d'elle. Et ma fille, à ce moment-là, elle a 6 mois. Je vais voir ma fille, normalement. Tu vois, tous les 2 semaines, je saurais plus te dire. Jusqu'au jour où sa mère m'envoie un message et elle me dit, tu viens voir. Je vais pas dire son prénom, parce que voilà. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Et elle me dit, est-ce que tu viens voir ta fille aujourd'hui? Et je lui dis, aujourd'hui, je peux pas, je sors un gros mytho. Et en fait, j'étais au café. Elle connaissait mes habitudes, et elle passe avec la petite devant le café en question. Et là, elle m'écrit, elle me dit, tu te fous de ma gueule, je t'ai vu qu'un tel au café, encore en train de faire ci, de faire ça. Et en fait, je commençais déjà à me comporter comme un abruti, quoi, tu vois. Tu t'inventes des prétextes. J'étais en train de picoler avec des potes, au 4-21, enfin, tu sais, les après-midi de... Voilà. Et depuis ce jour-là, la mère de ma fille se braque. J'essaye de retourner voir ma fille quelques jours plus tard, elle me bloque la porte. Et je revois plus ma fille. Dernière fois que je la vois, en larmes,
elle a les cheveux qui ont poussé, je la vois de loin, elle me dit non, t'approches pas d'elle. Enfin, là, ça me prend au trip, quoi. Alors, comment t'as réussi à sortir de tout ça? Comment le sport t'a changé? Alors, c'est vachement simple, je me détestais. Il y a eu une énième fois de plus. Je traînais beaucoup dans les rades. Et cuite de trop. Je me fais taper dessus encore. Et cette fois-là, j'en ai parlé à ma sœur, anecdote, parce que j'avais des bleus et tout. Et je cherchais trop la merde. J'étais autodestruction. Tu sais, je tendais la joue, quoi. Et j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pu tomber vraiment sur des mecs méchants. J'ai eu beaucoup de chance. Et tu te regardes devant... C'est cliché, mais c'est vrai. Tu te regardes devant la glace et t'as une envie de te dédoubler, de te frapper, quoi. J'étais en surpoids. Je me supportais pas. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, vu que ça faisait plusieurs fois que il y a des situations où j'ai pas pu me montrer très viril, on va dire, j'ai commencé le sport pour des mauvaises raisons. D'accord. Il fallait que je sois le plus possible impressionnant. Je me disais, bon, maintenant, faut que tu te butes au sport, au machin, fallait que je chope confiance en moi et tout. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé comme ça, en restant dans mes délires, et que très, très rapidement, et c'est là que le sport, j'ai eu un livre à Noël, La méthode Lafay, qui nécessite pas ou peu de matériel, donc qui me permettait de m'entraîner chez moi, et dans une pièce seule, complètement isolée. Il y avait ça aussi, je me suis créé une prison mentale à un moment donné, tu vois, à me débarrasser de toutes choses qui prennent une place affective, que ça peut être n'importe quoi, une carte offerte à Noël, à n'importe quoi. Je me brûlais le cœur, je sais pas comment on dit, mais j'essayais de me désensibiliser de tout, quoi. Tu vois, c'était malsain ce que je me faisais, tu vois. Voilà. Et je commence à pratiquer, mon corps commence à changer, et là je découvre mes premières gouttes de sueur, je fumais à mort, donc je commence à tousser, les fameuses doses d'endorphine, tu sais, à la fin d'une séance, mon corps change, naturellement j'ai envie de bouffer autre chose que des pizzas de merde, des burgers, parce que je mangeais que de la merde, que du sucre, des lions, des sneakers, machin et tout. Puis le temps passe comme ça, et là, je tombe dans les troubles du comportement alimentaire. Je passe de environ 80 kilos à 53, voire 52 en très très peu de temps, jusqu'à bouffer la moitié de boîte de maïs, la moitié d'un steak haché, je mangeais plus rien. Et ça, qui a été très douloureux, m'a fait basculer, si tu veux, dans une sorte d'euphorie, un état second, qui m'a... en fait, mon cerveau n'avait plus de place pour tout ça. Ce qui m'obsédait, c'était le poids. Je mangeais un truc, j'allais me peser. J'étais obsédé par voir si mes joues étaient creuses. J'étais, tu vois, complètement omnibulé par ça. Et puis les mois passent comme ça, et c'est beaucoup le final. Le sport me met une grosse tarte dans la gueule. Les endroits que je fréquentais, je m'y pointe. Je disparais de la circulation. Jusqu'au jour où les gens te croisent, se disent putain, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as perdu tant de poids, machin et tout. Et je commence à avoir des perspectives différentes d'avenir. Je commence à découvrir le mot entrepreneur. Je commence à découvrir les mots motivation. Je commence à voir tous les contenus sur Internet des Franck Nicolas, David Laroche. Ouais. Et je tombe dans ces délires-là. Et je te parle ça il y a là 7 ans, 8 ans. Là, c'est pire. Il y a que ça, quoi. Donc c'est bien, je trouve, même si on pourrait dire un tas de choses là-dessus. Globalement, c'est bien. Le point de départ, il est bien. Voilà. Ça fait pas tout, mais le point de départ est bien, ça aide. Je me plonge dans la lecture encore. Je lis un livre auquel je dois tout aussi. Un livre de David J. Schwartz, La magie de voir grand. Et je commence à me laisser envahir par un tas de trucs du genre c'est bon, tout est possible, mec. T'as rien à gagner là-dedans. T'as pas de... Je diminue les contacts avec mon père, contacts téléphoniques, parce qu'on parle plus de faits divers, on parle plus de ces choses-là. Je me laisse embarquer je vais travailler à Paris, dans une brasserie. Il s'avère que là, les gens ne savent rien de moi. Et c'est ça, en fait, le truc aussi douloureux des dernières années, c'est que les gens que j'ai côtoyés dans n'importe quelle activité, loisirs, monde du travail, etc., ces dernières années, ils ne savent pas tout ça, mais rien. Pour eux, je suis né comme ça, à bouffer des carottes, avoir toujours le crâne rasé, bien propre, etc. Tu vois, mais pas de... Tous ces trucs, ils ne le soupçonneraient même pas, quoi. Et le travail se passe bien. Et du coup, au lieu de penser à mon objectif sportif et de financer ça, je me laisse embarquer, ce qui est une bonne chose à l'origine, hein, dans l'évolution, dans le travail. Parce que t'es sérieux, tu demandes rien à personne, juste t'es sérieux, tu viens à l'heure, tu fermes ta gueule, tu racontes pas ta vie à tes collègues, tu sors pas après le taf, t'es boss, t'es manager, t'es responsable, ils te voient, ils se disent, si on doit se faire seconder par quelqu'un, ce sera lui, c'est évident, regarde comment il se... Et donc t'as évolué rapidement ?
Très rapidement, ouais. En 3 mois, première augmentation de salaire pour un simple serveur. Ensuite, assistant manager. Tout ça s'est fait sur à peu près 8 mois. Au total, 4 évolutions de salaire jusqu'à me retrouver à 3005 net. T'avais quel âge? J'avais 24 ans. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, tu touchais 3000 euros et à 24 ans, tu touchais 3005. 3005. Et tu bossais dans quel quartier? Rue Pierre-Charon. Ah, en plus, t'étais dans le 8e. Beau quartier. Ah bah ça va, t'es une anguille en fait. On peut dire que t'es une anguille. Ouais, il y a un peu de ça. Et le sport t'avait aidé au niveau de la discipline par rapport à ça? Complètement. D'accord. Parce que ça me... Vu que j'étais à l'origine quelqu'un anti-patronat, Ouais. anti-entrepreneuriat, tout ce qui est bon dans la vie, Ouais. en fait, j'étais anti ces trucs-là. Le sport et la lecture, c'est venu naturellement. D'accord. J'ai sabré tout ce qui avait de plus mauvais en moi au fil du temps. Et donc, quand j'arrivais au boulot, des jours difficiles, tu sais, j'étais un fan des discours d'Anthony Robbins, ce genre de choses. Et eux, ils t'expliquent comment bouleverser tes schémas mentaux. Ouais. Et moi, c'est un truc, j'ai demandé de l'aide à personne, je parlais à personne. Je suis rentré dans une sorte de, c'est un voyou pour le coup qui m'avait appris ce mot-là, une ascèse. Je m'étais débarrassé de tout ce qu'il y a autour de moi. Il y avait dans ma chambre chez ma mère un néon violet qui me plongeait dans une ambiance lounge, un tapis de sol, mes bouquins, et c'est tout. T'avais un lit quand même. Un matelas par terre, ouais. Ah ouais, t'es trop. Je me débarrassais de tout ce qui était un vrai moine bouddhiste. Je tapais des heures d'étirement de fou. À un moment donné, j'avais presque le grand écart tellement j'étais chaud. Enfin bref. Et donc suite à ça, tu deviens manager dans un restaurant rue Pierre-Charon, ce qui est pareil. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce que tu fais après? Bon là, ça c'est la vie, ça se finit mal parce que un problème d'ego. Mon directeur que j'affectionnais se fait virer injustement. C'est des histoires du monde du travail. C'était pas légitime. Vu que moi je l'aimais beaucoup et que je le respectais, je quitte aussi très peu de temps après. Et là, c'est de la dégringolade parce que en fait, j'étais arrivé dans ma tête. C'est tu gagnes une fois, c'est bon, t'as gagné toute ta Oui, vie. tout à fait. Ce qui est de la folie pure et dure. À ce moment-là, je commence crédit à la conso. Je venais de passer le permis moto, je m'achète une bécane et tout. Alors là, je t'explique pas les années moto après. J'ai dû claquer des sommes entre 50 et 70 000 euros là-dedans. Bref. Donc j'arrête et là, je connais une année très compliquée avec pente descendante. C'est-à-dire que j'ai plus les revenus que j'avais. Le problème, c'est que moi, j'ai le train de vie quand même pareil en face. Et vu que j'avais un rapport à l'argent qui, je dirais pas qui est malsain, mais qui est complètement décalé de la réalité. En travaillant, j'ai gagné de l'argent. En volant, j'ai gagné de l'argent. En dealant, j'ai gagné de l'argent, puisque mon père avait montré après ça. Enfin, le rapport à l'argent, à la thune chez moi, puis j'étais rue Pierre-Charon, de 2014, donc c'était Coupe du Monde, les Qataris de partout, tout autour de moi. Je me disais, j'ai gagné aujourd'hui, j'ai gagné pour toute ma vie. Et non. Alors comment le sport t'a aidé dans tout ça? Dans toutes ces épreuves là que t'as parcourues. Le sport, il m'a permis d'arrêter de me blâmer, d'arrêter de blâmer les autres autour de moi. Ça m'a appris à rétrécir la fenêtre négative ou ouvrir la fenêtre positive, tu vois. Ça m'a appris le bien-être que c'est après une séance, se sentir bien. Quand on a confiance en soi, qu'on se sent bien, qu'on bombe le torse quand on sort dehors, etc., t'as plus envie de faire du mal à qui que ce soit, t'en veux plus à la terre entière, t'en veux plus à la société, c'est assez naturel en fait. Je connais pas de sportifs, même les mecs les plus chauds, énormes, sauf quand ils ont bu un litre de café ou qu'à la limite sont de nature nerveuse, ça n'existe pas, les gens profondément méchants. Comme ça n'existe pas les voyous bodybuildés. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois ce que Il je doit veux en dire avoir, mais ça n'existe pas. Oui, voilà. Oui, Tu vois non mais tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire. Ouais. Donc ça m'a apporté une nouvelle quête, qui est donc une sorte de développement personnel. Ça m'a apporté une confiance en moi, donc l'envie de continuer dans le monde du travail, mais en étant plus, en comprenant que les patrons, c'est pas des voleurs, c'est des gens qui ont travaillé difficile, c'est des gens qui... Et puis ça m'a, de façon très naturelle, écarté de tout ce qu'il y a de mauvais. Il y a rien d'écrit. C'est pas parce que mon père était ce qu'il était, que c'est héréditaire, et que moi j'étais condamné à être la même chose. Et preuve en est, j'ai changé. Voilà, donc rien n'est écrit, il n'y a pas de... Il faut pour soi se faire violence. Je pense que ma mère y a cru aussi qu'elle allait changer. Et même si aujourd'hui je suis terriblement triste parce que c'est pas rien, ma fille a 10 ans, je la connais pas. Je l'ai abandonnée quand elle avait 8 mois. Je sais, par discussion avec sa mère, pendant le premier confinement notamment, qu'elle est ultra sportive. Qu'elle a fait des sports de combat déjà. Je l'ai vu faire de l'exercice physique. Je sais qu'elle a été repérée elle fait des sports collectifs, rugby notamment.
Je sais que cette année, elle est en classe, entre guillemets, préparatoire pour éventuellement faire l'équivalent de sport-études, mais c'est autre chose, là. Donc moi, ça me réchauffe le cœur d'avoir ça, parce que ni moi était sportif, personne de ma famille, à part ma mère qui est danseuse, mais fait pas d'athlétisme ou de sport de force, etc. Sa mère n'a jamais fait de sport de sa vie, personne de sa famille, donc comme si, t'as l'impression qu'il y a une transmission dans les gènes, ou par la pensée, ou j'en sais rien. Mais ça me rassure, je vois qu'on s'est bien occupé d'elle, et j'en doute pas, qu'elle a été la personne qui a pris ma place, l'a bien éduquée, mais mes conneries m'ont emmené à faire un truc qui, je dirais pas qu'est irréparable, mais c'est bien, j'ai changé, le sport a bouleversé ma vie, le sport, je lui dois tout, ça construit, ça sauve, ça te rend entreprenant, vraiment, ça fait des miracles, le sport. Il y a des gens qui en font des caisses autour de ça et tout, mais je suis convaincu que le sport est des passions, des centres d'intérêt. C'est une passion, un centre d'intérêt, t'es prêt à tout pour ça, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, t'as pas le temps de cogiter aux conneries, t'as pas le temps de vouloir faire des bêtises, t'as pas le temps. C'est impossible, en fait. Et je crois que ça n'existe pas, ça me paraît. Enfin voilà, j'ai jamais entendu en tout cas. Est-ce que tu peux dire que le sport t'a sauvé la vie? Franchement, oui, parce que j'étais dans une démarche hyper autodestructrice et j'avais un rapport à la vie un peu space. Et le sport, oui, m'a vraiment littéralement sauvé la vie, ouais. Putain, franchement, les gens vont être étonnés parce que c'est la première fois depuis longtemps que je fais une vidéo où ça parle pas de cul et ça parle pas de stéro. Oui. Franchement, 2021, c'est une année qui commence sur de très bons augures. Maxime, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un témoignage qui est incroyable. Tu t'es vraiment livré. Je pense que les gens qui nous regardent vont être tout autant touchés par ton expérience de vie et surtout par la chute de tout ça. On espère surtout que tu puisses renouer contact avec ta fille. Je pense que c'est actuellement ça qui est le plus important. Quel serait le mot de la fin pour toi dans cette vidéo? Je terminerai avec ta phrase préférée. Je m'a pitié, c'est grave ça. Elle m'inspire. Je dirais, les amis, je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je suis pas. Et la jalousie, ça se mérite plutôt. En tout cas, les amis, encore un mec qui a posé ses couilles. Et Max, t'as été réel. Voilà, en fait, c'est ça le principe de cette chaîne. C'est que même si on n'a pas parlé stéro, même si on n'a pas parlé de cul, tu as parlé de ta vie, t'as parlé de ta fille que tu vois plus à cause de tes erreurs. D'après toutes les erreurs que tu as eues dans ta vie, bon, à cause de ton père, mais également à cause de tes choix, tu as appris de tes erreurs et maintenant tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Et en plus, je vais te le confesser, quand tu m'as expliqué, je vous le confesse également, comme tu m'as expliqué la première fois toute ta vie, là, je dis, mais quand on te voit, mais on penserait même pas que tu as vécu tout ça. Parce que tu as la décence de pas te raconter à des gens que tu connais pas. Et ça, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, mon ami. Merci que Dieu te bénisse. Et on espère vraiment que pour ta fille, ça s'arrange, en tout cas. Merci à vous. Merci à toi, mon ami.